Deuxième partie de notre entretien avec Erwan Ler, professeur de médecine à l'Université de Bretagne occidentale, membre d'un collectif de plongeurs à la recherche de l'épave du sous-marin français le Phénix. Le Phénix était une fierté de la marine française. Fin 1938, il partait pour l'Indochine, une colonie française de l'époque, avec un second sous-marin, l'Espoir. Le 15 juin 1939, le Phénix a coulé au large de la baie de Cam Ranh de l'actuel Vietnam lors d'un entraînement. Il y avait à bord 71 marins français, la plupart étaient de Brest, et 5 Vietnamiens ainsi qu'un Cambodgien. Qu'est-ce qu'on sait de cet accident? Qu'est-ce qui lui est arrivé? On connaît exactement la date de l'accident. L'accident a eu lieu le 15 juin 1939. On connaît même l'heure de l'accident de façon quasiment précise, c'était à peu près à 11h27. Même s'il y a eu beaucoup de secrets sur la zone du naufrage, sur les causes de l'accident, il y a eu beaucoup de témoignages et c'est un accident qui a fait grand bruit dans la presse de l'époque, dans la presse généraliste, jusqu'à la métropole. Et c'est d'ailleurs pour ça, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de bruit dans la presse de l'époque que j'ai aussi réussi à retrouver le nom de tous ces auxiliaires vietnamiens qui étaient embauchés, parce que bien entendu, qui étaient à l'intérieur du sous-marin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parlez-moi de cet accident. Donc les causes de l'accident, elles ont été tenues secrètes jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire jusqu'à la déclassification du document. Pendant très longtemps, il a été dit aux familles, je vous rappelle juste qu'on est juste avant la guerre, donc bien entendu, on n'allait pas dire avant la guerre aux adversaires potentiels que les sous-marins français étaient très fatigués par 10 années d'exercice intensif. Donc on a dit pendant très longtemps aux familles, ce qui les a beaucoup heurtés, c'est ce qui les heurte encore aujourd'hui, qu'il y avait eu une erreur humaine, c'est-à-dire que le sous-marin avait plongé alors que les marins avaient laissé un panneau ouvert. Il faut juste imaginer, c'est des sous-mariniers dont certains naviguaient depuis plus de 12 ans sur le même sous-marin. On ne peut pas imaginer qu'ils auraient plongé volontairement en laissant un panneau ouvert et en prenant le risque de couler immédiatement. Donc ça, c'était la thèse officielle. Et on s'est rendu compte à la lecture de tous les rapports, toutes les analyses qui ont été faites, que vraisemblablement, c'était plutôt un accident lié à un problème mécanique et un problème électrique à l'intérieur du sous-marin. Les rapports officiels qu'on a réussi à ressortir avec l'aide des services historiques, avec l'aide de certains membres de la famille, sont malheureusement assez clairs. Il y a eu des défaillances. Alors, c'est en général jamais une seule cause. Un événement déclencheur qui enchaîne une série de causes qui mènent à l'accident. Mais vraisemblablement, c'est les batteries qui seraient à l'origine de l'accident. Alors, le 15 juin 1939, où est-ce que le Phénix était quand l'accident s'est produit? Alors donc le sous-marin a quitté avec son binôme le 13 juin, ils ont quitté le quai de Saigon. Le quai de Saigon qu'on a été capable de retrouver lors de notre dernier voyage. Donc ils ont quitté le 13 juin Saigon, ils sont arrivés dans la baie de Cam Ranh dans la nuit du 13 au 14. Donc ils ont mouillé dans la baie de Cam Ranh. Ils ont eu un premier exercice le 14. Donc un exercice de torpillage dans les alentours de la baie de Cam Ranh. Ils devaient torpiller l'aviso Savoyard de Brazza. On n'arrive pas à savoir si, à l'exercice du 14, on ne sait pas s'il a participé à l'exercice parce que, en fin de compte, depuis plus de 8 mois, sa batterie électrique n'était pas fonctionnelle. Et ce qui fait qu'un sous-marin à l'époque, en fin de compte, en surface, ils naviguent avec leur moteur diesel et quand ils plongent, ils naviguent au moteur électrique. Et depuis 8 mois, leur batterie électrique était dysfonctionnelle, ce qui faisait que la grande majorité du temps, ils restaient en surface. C'était pas vraiment un sous-marin, c'était plus un bâtiment de surface. Et le 14 juin, a priori, ils n'auraient pas participé à l'exercice de torpillage du Savoyard de Brazza parce que leur batterie n'avait toujours pas fonctionné. Ça n'est que dans la nuit suivante, dans la nuit du 14 au 15 juin, qu'ils ont enfin, pour la première fois depuis près de 8 mois, réussi à charger complètement leur batterie. Mais cette fameuse nuit du 14 au 15 juin, ils ont réussi leur charge et le 15, ils sont partis en mer faire un autre exercice de torpillage. Cet exercice a été extrêmement surveillé. Donc il était extrêmement surveillé. Il y a plein d'hydravions qui survolaient la zone. On a même une photo du moment où le Phénix se met en plongée. On le voit faire une abattée de 20 à 25 degrés sur bâbord. C'est à ce moment-là qu'il va plonger. Et les pilotes dans l'hydravion vont rapporter dans les rapports qu'ils ont vu quelque chose d'assez anormal se passer. Le sous-marin était très instable, il y avait beaucoup de bouillonnement. Et ils ont vu des taches d'hydrocarbures. Et à partir de ce moment-là, le Phénix n'est plus jamais réapparu.
Votre collectif a contacté un certain nombre d'autorités, aussi bien françaises que vietnamiennes, pour avoir un projet. Vous êtes allé au Vietnam récemment. Où est-ce que vous en êtes? C'est un projet de longue haleine, bien entendu. Donc, Hum. il y a tout de l'aspect documentaire, il y a tout l'aspect historique. Donc, l'idée, c'est une expédition qui est à la fois mémorielle. Avant tout, c'est une expédition mémorielle. C'est retrouver la zone de l'accident. C'est retrouver des traces de l'épave, juste pour permettre justement aux familles d'être un petit peu apaisées. On arrivera, faut être réaliste, en 85 ans plus tard, on n'arrivera pas à être certain de la cause exacte de l'accident. Par contre, ce qu'on veut, c'est avoir le point exact de l'accident, parce qu'on a réussi à récupérer tous les rapports et on s'est rendu compte que pendant 4 semaines, les différentes marines ont retrouvé le sous-marin à l'époque, ont essayé de le remonter, et ils ont abandonné juste parce que la mousson est arrivée et après la guerre est arrivée, ce qui fait qu'ils ont abandonné les recherches. D'accord. Et que le point est resté totalement secret jusqu'à aujourd'hui. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est juste ressortir ce point avec certitude pour que justement les hommages puissent se faire de façon claire et réaliste. On connaît l'endroit du point et idéalement, justement, on arrive à retrouver une ou deux images de l'épave pour que justement tout puisse se faire. Pour apaiser donc les descendants des familles, en fait. Exactement, c'est l'expédition avant tout mémorielle, c'est respect des disparus. Là, ça restera toujours, et ça c'est clair, un sanctuaire sous-marin. Bien entendu, jamais on ne rentrera à l'intérieur. Donc ça, c'est la première partie, c'est l'aspect mémoriel. Le deuxième aspect, c'est un espèce de défi scientifique quand même, parce que retrouver une épave assez profonde, parce que vraisemblablement c'est dans la zone des 100 mètres. Donc ça met en œuvre un certain nombre de technologies assez innovantes. Donc on va utiliser des robots sous-marins, des sonars assez puissants, et on va aller plonger justement pour faire des images. On va aller faire des plongées avec des mélanges, des recycleurs de plongée, des mélanges gazeux assez spécifiques qui contiennent de l'hélium. Donc c'est un défi scientifique et humain en plus pour essayer de faire ce documentaire visuel justement pour cette expédition mémorielle-là. Voilà. Et pour l'instant, le processus est en cours. Vous avez fait un premier voyage au Vietnam. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Tout ça prend du temps. Donc c'est un projet en fin de compte qui est né il y a près de 1 an et demi. Bien entendu, ça prend beaucoup de temps. Il y a deux raisons pour lesquelles ça prend beaucoup de temps. Bien entendu, il y a des contraintes financières, parce que arriver avec une équipe de 10 plongeurs et plein de matériel, ça coûte cher. Et donc, on a la très grande chance là d'être soutenu très fort par la fondation de l'UBO et aussi et surtout par un sponsor qui est la maison ZRC, c'est une maison horlogère française, puis quelques sponsors et supports techniques, et en particulier une petite société lorientaise, bretonne, qui fait des sonars sous-marins extrêmement innovants, et puis nos sponsors habituels de plongée. Mais bien entendu, tout ça nécessite, on est quand même dans les eaux d'un pays souverain qui est le Vietnam aujourd'hui. Tout ça, forcément, ne peut se faire qu'en pleine entente avec les autorités vietnamiennes. Et donc, pour cette raison-là, on a contacté les autorités des affaires étrangères françaises, donc l'ambassade de France au Vietnam en particulier, qui s'est chargée de tous les contacts. Et on est en train, petit à petit, de collecter l'intégralité des autorisations qui vont nous permettre de mener cette opération à bien. Donc, tout ça se fait en parfaite entente à la fois avec les autorités françaises, mais bien entendu et avant tout avec les autorités vietnamiennes, civiles, militaires, locales et nationales. Dernière question, est-ce que vous avez une idée à quel moment est-ce que vous pourrez peut-être revenir au Vietnam? Alors, on a fait un premier voyage là pour essayer déjà de repérer certains éléments pour un peu la construction de l'histoire, pour le bouquin qu'on espère faire sortir. Tout dépend un petit peu de la façon dont les choses évoluent. On espère revenir assez vite puisque il y a une très très bonne interaction entre l'ambassade de France et les différentes autorités vietnamiennes. Donc on espère, si tout se passe bien, on espérait revenir vers le mois de mars et avril pour faire ce repérage. C'est la première étape, faire le repérage de l'épave, qui sera vraisemblablement dans une zone de 100 mètres. Et une fois qu'on l'aura repéré avec précision, on pourra planifier une deuxième phase qui sera celle où on ira plonger pour faire des images. La plongée, qui va être un peu complexe, ne peut se faire que si on a réussi la première phase, et la deuxième phase, on espère pouvoir la faire dans un monde idéal. On aimerait bien la faire, mais ça va dépendre de beaucoup de choses et pas uniquement de nous. On aimerait bien la faire avant le 15 juin, justement, pour les cérémonies qu'on espère pouvoir faire pour les 85 ans du naufrage. Merci Erwan Ler, professeur de médecine à l'UBO, le Bretagne occidentale.